Comme me l'a fait remarquer quelqu'un après mon dernier discours, cette définition que je poursuis cette année devant vous de la fonction de l'objet petit a tend à opposer à la liaison de cet objet à des stades, à la conception, si vous voulez, abrahamique. Je parle du psychanalyste, de ces mutations, sa constitution, si l'on peut dire, circulaire. Le fait qu'à tous ces niveaux, il tient à lui-même en tant qu'objet petit a, que sous les diverses formes où il se manifeste, il s'agit toujours d'une même fonction, à savoir comment petit a est lié à la constitution du sujet au lieu de l'autre et le représente. Il est vrai, sa fonction centrale au niveau du stade phallique, où la fonction de petit a est représentée essentiellement par un manque, par le défaut du phallus comme constituant la disjonction qui joint le désir à la jouissance. Il dit, je rappelle que par convention, nous appelons le niveau 3, que nous avons décrit les divers stades de l'objet. Il est vrai que ce stade a une position, disons, extrême. Que le stade 4 et le stade 5, si vous voulez, sont dans une position de retour. Il les amène en corrélation au stade 1 et au stade 2. Chacun sait, ce petit schéma est seulement destiné à rappeler les liens du stade oral et de son objet avec les manifestations primaires sur moi dont je vous ai déjà indiqué, vous rappelant sa connexion évidente avec cette forme de l'objet petit a, c'est la voix, VOIX. Je vous ai déjà rappelé qu'il ne saurait y avoir une conception analytique valable du surmoi qui oublie par sa face la plus profonde, c'est une des formes de l'objet petit a. Les deux signes, AN, anal et scopique, scoptophilique, vous rappellent la connexion dès longtemps dénotée du stade anal à la scoptophilique. Il n'en reste pas moins que toute conjointe, que ce soit 2 à 2, les formes sadiques 1, 2, 4, 5, l'ensemble en est orienté selon cette flèche montante puis descendante. C'est ce qui fait que dans toute phase analytique de reconstitution des données du désir refoulé dans une régression, il y a une face progressive que dans tout accès progressif au stade supposé par l'inscription même comme supérieure, il y a une face régressive. Telle est
sont des indications que tend à vous rappeler pour qu'elles restent présentes à votre esprit dans tout mon discours d'aujourd'hui, que je vais maintenant poursuivre. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il s'agit d'illustrer, d'expliquer la fonction d'un certain objet qui est, si vous voulez, la merde, pour l'appeler par son nom, dans la constitution du désir anal. Vous savez qu'après tout, cet objet déplaisant, c'est le privilège de l'analyse dans l'histoire de la pensée, d'en avoir fait émerger la fonction déterminante dans l'économie du désir. Je vous ai fait remarquer la dernière fois que par rapport au désir, l'objet petit a se présente toujours en fonction de cause, au point d'être pour nous, possiblement, si vous m'entendez, si vous me suivez, le point racine s'élabore dans le sujet, la fonction de la cause même, c'est là cette forme primordiale. La cause d'un désir, en quoi j'ai souligné pour vous qu'ici se marque la nécessité par quoi la cause, pour subsister dans sa fonction mentale, nécessite toujours l'existence d'une béance entre elle et son effet, béance si nécessaire pour que nous puissions penser encore cause, que là où elle risquerait d'être comblée, il faut que nous fassions subsister un voile sur le déterminisme étroit, sur les connexions par où agit la cause, que j'ai illustré la dernière fois par l'exemple du robinet. À savoir que seul l'enfant qui négligeait à l'occasion, comme on dit, pour ne l'avoir pas compris, le mécanisme étroit qu'on lui représentait, forme d'une coupe d'un schéma du robinet, celui-là seul qui se dispensait ou qui flanchait à ce niveau de ce que Piaget appelle la compréhension, c'est à celui-là seul que se révélait l'essence de la fonction du robinet comme cause, c'est-à-dire comme concept de robinet. L'origine de cette nécessité de subsistance de la cause est dans ceci que sous cette force, sa forme première, elle est cause du désir, c'est-à-dire quelque chose essentiellement non effectué. C'est bien pour ça qu'en cohérence avec cette conception, nous ne pouvons aucunement confondre le désir anal avec ce que les mères, autant que les partisans de la catharsis, appelleraient dans l'occasion l'effet. Cela a-t-il fait de l'effet? L'excrément ne joue pas le rôle d'effet de ce que nous situons comme désir anal, il en est la cause. À la vérité, si nous allons nous arrêter à ce singulier objet, c'est autant pour l'importance de sa fonction toujours
réitérer à notre attention, et spécialement, vous le savez, dans l'analyse de l'obsessionnel, que pour le fait qu'il illustre pour nous, une fois de plus, comment il convient de concevoir qu'il subsiste pour nous les divers modes de l'objet petit a. Il est en effet un peu à part, au premier abord, parmi les autres de ces modes. La constitution mammifère, le fonctionnement phallique de l'organe copulatoire, la plasticité du larynx humain à l'empreinte phonématique, la valeur anticipatrice de l'image spéculaire dans la prématuration néonatale du système nerveux, tous ces faits anatomiques que je vous ai rappelés ces derniers temps les uns après les autres pour leur montrer en quoi ils se conjoignent à la fonction de petit a, tous ces faits anatomiques dont vous pouvez voir à leur seule énumération combien la place est dispersée sur l'arbre des déterminations organismiques, ne prennent chez l'homme leur valeur de destin, comme dit Freud, que pour venir, cela je vous l'ai montré pour chacun, venir bloquer une place clé sur un échiquier dont les cases se structurent de la constitution subjectivante telle qu'elle résulte de la dominance du sujet qui parle sur le sujet qui comprend, sur le sujet de l'insight dont nous connaissons sous la forme du chimpanzé et l'humain. Quelle que soit la supériorité supposée des capacités de l'homme sur le chimpanzé, il est clair que le fait qu'il aille plus loin est lié à cette dominance dont je viens de parler. Dominance du sujet qui parle, qui a pour résultat, dans la praxis, que l'être humain, assurément, va plus loin. Ce faisant, il croit atteindre au concept, c'est-à-dire qu'il croit pouvoir saisir le réel par un signifiant qui le commande selon sa causation intime, ce réel. Les difficultés que nous, analystes, avons rencontrées dans le champ de la relation intersubjective, qui pour les psychologues semble ne pas faire tellement de problèmes. Elle en fait un peu plus pour nous. Ces difficultés, pour peu que nous prétendions rendre compte de la façon dont la fonction du signifiant s'immisce originellement dans cette relation intersubjective, ces difficultés, ce sont elles qui nous mènent à une nouvelle critique de la raison. Donc ce serait une niaiserie, bien du type de l'école, que d'y voir une récession quelconque du mouvement conquérant de la dite raison. Cette critique, en effet, va repérer seulement comment cette raison s'est déjà tissée au niveau du dynamisme le plus opaque dans le sujet, là où se modifie qu'il éprouve dans ce dynamisme comme besoin, dans les formes toujours plus ou moins paradoxales, je dis paradoxales quant à leur naturel supposé, de ce qu'on appelle le désir. C'est ainsi que cette critique s'avère dans ce que je vous ai montré être la cause du désir. Est-ce payer trop cher que de devoir conjoindre à cette révélation que la notion de cause se trouve de ce fait y révéler son origine
Évidemment, ça serait faire du psychologisme, avec toutes les conséquences absurdes que ceci a concernant la légalité de la raison, que de le réduire à un recours, à un développement de fait quelconque. Mais justement, ce n'est pas ce que nous faisons, parce que la subjectivation dont il s'agit n'est pas psychologique, ni développementale. Elle montre ce qui conjoint à des accidents du développement. Ceux que j'ai énumérés tout d'abord, à l'instant, en rappelant leur liste. Les particularités anatomiques dont il s'agit chez l'homme. En conjoignant donc à ces accidents de développement l'effet d'un signifiant, dont dès lors la transcendance est évidente par rapport au dit développement. Transcendant. Et après, il n'y a pas de quoi vous effaroucher. Cette transcendance n'est ni plus ni moins marquée à ce niveau que n'importe quelle autre incidence du réel. Ce réel que, en biologie, on appelle pour l'occasion Umwelt, histoire de l'apprivoiser. Mais justement, l'existence de l'angoisse chez l'animal déboute parfaitement les imputations spiritualistes qui d'aucune part pourraient se faire jour à mon endroit à propos de cette situation que je pose comme transcendante en l'occasion du signifiant. Car c'est bien de la perception en toute occasion dans l'angoisse animale d'un au-delà du dit Umwelt qu'il s'agit. C'est du fait que quelque chose vient à ébranler cette Umwelt jusque dans ses fondements que l'animal se montre averti quand il s'affole à un tremblement de terre, par exemple, ou à tout autre accident météorique. Et une fois de plus, se révèle la vérité de la formule que l'angoisse est ce qui ne trompe pas. La preuve, c'est que quand vous verrez les animaux s'agiter de cette façon, dans les contrées où ces incidents peuvent se produire, vous ferez bien d'en tenir compte avant d'être vous-même averti. Eux nous signalent ce qui est en train de se passer, ce qui est imminent. Pour eux comme pour nous, c'est la manifestation d'un lieu de l'autre, d'une autre chose qui se manifeste ici comme telle, ce qui ne veut pas dire que je dise, et pour cause, qu'il y ait nulle part d'autre part où ce lieu de l'autre est à se loger en dehors de l'espace réel, comme je l'ai rappelé la dernière. Et nous allons maintenant entrer dans ceci, dans la particularité du cas qui fait que l'excrément peut venir à fonctionner en ce point déterminé par la nécessité où est le sujet de se constituer d'abord dans le signifiant. Le point est important parce qu'enfin ici, peut-être plus qu'ailleurs singulièrement, une sorte d'ombre de confusion règne. On se rapprocherait plus de la matière, c'est le cas de le dire, ou du concret, pour autant que nous savons tenir compte, même des faces les plus désagréables de la vie, que c'est là, non dans l'empirée, que nous allons chercher, justement, le domaine des causes.
c'est très amusant à saisir dans les premiers propos introductifs de Jones dans un article dont la lecture serait trop recommandée parce qu'elle vaut 1000. C'est cet article qui, dans le recueil de ses Selected Papers, s'appelle la Madonna's Conception Through the Ear. La conception de la Madone, la conception virginale de la Vierge par l'oreille, tel est le sujet. Que ce Gallois, je dois dire, dont la malice protestante ne peut pas absolument être éliminée, les arrière-fonds de la complaisance qu'il y met, à laquelle ce Gallois s'attaque dans un article de 1914, juste émergeant lui-même de ses premières appréhensions, véritablement pour lui, qui ont été illuminantes, de la prévalence de la fonction anale chez les quelques premiers grands obsessionnels qui lui sont venus comme ça dans la main, quelques années après les obsessionnels de Freud, qui sont des observations. J'ai été les rechercher dans leur texte original. Des 2 numéros qui précèdent justement la publication de cet article dans le Jahrbuch, ce sont des cas évidemment sensationnels. Encore, nous en avons vu depuis d'autres. Là, tout de suite, Jones aborde le sujet en nous disant que, bien sûr, c'est là très joli, le souffle fécondant, et que partout, dans le mythe, dans la légende, dans la poésie, nous en avons la trace, quoi de plus beau que cet éveil de l'être, le passage du roi, du souffle de l'éternel. Lui, Jones, qui en sait un peu plus, il est vrai que sa science est encore de fraîche date, mais enfin il en est enthousiasmé, lui va nous montrer de quelle sorte de vent il s'agit. Il s'agit du vent anal. Et comme il nous dit, il est clair que l'expérience nous prouve que l'intérêt, avec là, c'est quelque chose de supposer que l'intérêt, c'est l'intérêt vivant, c'est l'intérêt biologique, que l'intérêt, que le sujet tel qu'il se découvre dans l'analyse montre à ses excréments, à la merde qu'il produit, est infiniment plus prégnant, plus avancé, plus évident, plus dominant. Que c'est quelque chose dont sans doute, enfin, il y aurait beaucoup de raisons qu'il s'en préoccupe, à savoir sa respiration, qui semble, au dire de Jones, guère le solliciter, et ceci pour cette seule raison, bien sûr, que la respiration, c'est habituel. L'argument est faible. L'argument est faible dans un champ, discipline, qui tout de même ne peut manquer de relever, et qui a relevé par la suite l'importance de la suffocation, de la difficulté respiratoire, dans l'établissement tout à fait originel de la fonction de l'angoisse, que le sujet vivant, même humain, n'est pas à cet endroit d'avertissement de l'importance de sa fonction. Ceci surprend. Je dis surprend comme argument initial, introductif de Jones. Surtout qu'il est à une époque où tout de même il y avait déjà quelque chose qui était bien fait pour mettre en valeur la relation éventuelle de la fonction respiratoire avec ce dont il s'agit, le moment fécond de la relation sexuelle, c'est que cette respiration, sous la forme du halètement, paternel ou maternel, faisait partie de la première phénoménologie de la scène traumatique, au point d'entrer tout à fait légitimement dans la sphère de ce qui pouvait en surgir pour l'enfant de théorie sexuelle. De sorte que, quelle que soit la valeur de ce qu'ultérieurement
chose déploie, on peut dire que sans que ce soit à réfuter, car il est de fait que la voie où il s'engageait là trouve tellement de corrélats dans une foule de domaines anthropologiques qu'on ne puisse dire que sa recherche n'ait rien indiqué. Je ne parle pas du fait qu'il puisse aisément trouver toutes sortes de références dans la littérature mythologique à la fonction de ce souffle inférieur et jusque dans les Upanishads. Sous le terme d'apana, il serait précisé que c'est de ce vent de son derrière que Brahma engendrerait spécialement l'espèce humaine. Il y a mille autres corrélats destinés en l'occasion à nous rappeler l'opportunité en un tel texte de ces rappels. À la vérité, sur le sujet particulier, si vous vous reportez à cet article, vous verrez que son extension même, qui va jusqu'à la diffluence, montre assez qu'à la fin, il n'est pas absolument loin de là convaincant. Mais ceci n'est pour nous qu'une stimulation de plus quand il s'agit d'interroger sur le sujet du pourquoi la fonction de l'excrément peut jouer ce rôle privilégié dans ce mode de la constitution subjective que nous définissons, dont nous donnons le terme comme étant celui désir anal. Je crois qu'à le reprendre, nous verrons que ceci ne peut être tranché qu'en faisant intervenir d'une façon plus ordonnée, plus structurale, qui est selon l'esprit de notre recherche, pourquoi il peut venir occuper cette place. Il est évident qu'a priori, cette fonction de l'excrément qui, par rapport aux différents accidents que je vous ai évoqués tout à l'heure, depuis la place anatomique de la mame jusqu'à la plasticité du larynx humain, avec dans l'intervalle l'image spéculaire et la castration liée, en somme, après tout, à la conformation particulière de l'organe copulatoire à un niveau plutôt élevé de l'échelle animale. Là, l'excrément est là depuis le début et avant même la différenciation de la bouche et de l'anus au niveau du blastopore. Nous le voyons déjà fonctionner, mais il semble que si nous nous faisons, c'est toujours insuffisant, certaines idées biologiques des rapports du vivant avec son milieu, enfin, tout de même, l'excrément se caractérise comme rejet, et par conséquent, il est plutôt dans le sens, dans le signe, dans le courant, dans le flux de ce dont l'être vivant, tel, tend à se désintéresser. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui entre, ce qui sort. Ça semble impliquer dans la structure que il n'a pas tendance à le retenir. De sorte que, à partir justement de considérations biologiques, il peut être indiqué, il semble intéressant de se demander exactement par quoi, au niveau de l'être humain, il prend cette importance. Cette importance subjectivée, parce que bien entendu, c'est possible, c'est même probable, c'est même constatable, qu'au niveau de ce qu'on peut appeler l'économie vivante, l'excrément continue à avoir son importance dans le milieu, qu'il vient aussi, dans certaines conditions, saturer quelquefois jusqu'à le rendre non compatible avec la vie. D'autres fois où il le sature d'une façon qui, au moins pour d'autres organismes, prend fonction de support dans le milieu extérieur. Il y a toute une économie, bien sûr, de la fonction de l'excrément, économie intra
vivante et intervivante. Ceci n'est pas non plus absent du champ humain. Et je vais demander chercher dans ma bibliothèque pour vous le montrer ici, pour vous lancer sur cette piste, et je le retrouverai. Il s'est perdu, comme l'excrément. Un petit livre admirable, comme beaucoup d'autres, de mon ami Aldous Huxley, qui s'appelle Adonis et l'alphabet. À l'intérieur de ce contenu prometteur, vous trouverez un superbe article sur l'organisation usinière dans une ville de l'Ouest américain, de la récupération au niveau urbaniste de l'excrément. Ce n'a qu'une valeur exemplaire, ceci se produit en bien d'autres endroits que dans l'industrielle Amérique. Assurément, vous ne soupçonnez pas tout ce que on peut reconstituer de richesse à l'aide des seuls excréments d'une masse humaine. Au reste, il n'est pas hors de saison de rappeler à ce propos ce qu'un certain progrès des relations interhumaines, des human relations, si à la mode depuis la dernière guerre, ont pu faire pendant la petite dernière guerre de la réduction de masse humaine entière à la fonction d'excrément. La transformation d'individus nombreux, d'un peuple choisi précisément d'être un peuple choisi parmi les autres, par l'intermédiaire du four crématoire, à l'état de quelque chose qui finalement, paraît-il, se répartissait dans la Mitteleuropa sous la forme de savonnettes, c'est aussi quelque chose qui nous montre que dans le circuit économique interhumain, la visée de l'homme comme réductible à l'excrément n'est pas absente. Mais nous autres analystes, nous nous réduisons à la question de la subjectivation. Par quelle voie l'excrément entre-t-il dans la subjectivation? Eh bien, ceci est tout à fait clair dans des références analytiques, ou tout au moins au premier abord, ça paraît tout à fait clair, par l'intermédiaire de la demande de l'autre, représentée en l'occasion par la mère. Quand nous avons trouvé ça, nous sommes tout contents, nous voilà ayant rejoint des données observationnelles. Il s'agit de l'éducation, de ce qu'on appelle la propreté, laquelle commande à l'enfant de retenir ce qui ne va pas de soi, qu'il soit nécessité de retenir trop longtemps, de retenir l'excrément et de ce fait déjà débaucher son introduction dans le domaine de l'appartenance, une partie du corps qui pour au moins un certain temps doit être considérée comme à ne pas aliéner. Puis après cela, de le lâcher, toujours à la demande. Nous connaissons les scènes familières, qui sont, je dois dire, fondamentales, d'usage courant. Il n'y a ni lieu de critiquer, ni de réfréner, ni surtout grand Dieu d'accompagner de tellement de recommandations éducatives. L'éducation des parents, toujours à l'ordre du jour, ne fait que trop de ravages dans tous ces domaines. Enfin bref, grâce au fait que la demande devient aussi là une part déterminante dans le lâchage en question, de faire ici quelque chose qui, bien évidemment, est destiné à valoriser cette chose un instant reconnue et dès lors élevée à la fonction tout de même de partie dont le sujet a quelque appréhension à prendre.
cette partie devient au moins valorisée en ceci, qu'elle donne à la demande de l'autre sa satisfaction. En outre, qu'elle s'accompagne de tous les soins qu'on connaît, dans la mesure où l'autre, non seulement il fait attention, mais il y ajoute toutes ces dimensions supplémentaires que je n'ai pas besoin d'évoquer, comme ça c'est de la physique amusante, dans l'ordre de notre domaine, le flairage, l'approbation, voire le torchage, dont chacun sait que les effets érogènes sont incontestables. Ils deviennent d'autant plus évidents quand il arrive que, comme vous le savez, ça n'est pas rare, une mère continue à torcher le cul de son grand-fils jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça se voit tous les jours. De sorte que, bien sûr, il semblerait que ma question, n'est pas tellement importante, et que nous voyons très bien comment le caca prend tout à fait aisément cette fonction que j'ai appelée, mon Dieu, celle de l'agalma. Un agalma dont, après tout, le passage au registre du nauséabond ne s'inscrirait que comme l'effet de la discipline elle-même, dont il est partie intégrante. Eh bien, c'est justement, ça saute aux yeux, ce qui nous permettrait d'aucune façon, pourtant, de constater, tant d'une façon qui nous satisfasse, l'ampleur des effets qui s'attachent à cette relation agalmique spéciale de la mère à l'excrément de son enfant, s'il ne nous fallait pas, pour le comprendre, le mettre, ce qui est la donnée de fait de la compréhension analytique, le mettre en connexion avec les autres formes de petit a, avec le fait que l'agalma en soi n'est pas concevable sans sa relation au phallus, à son absence et à l'angoisse phallique comme telle. En d'autres termes, c'est en tant que symbolisant la castration, nous le savons, tout de suite que le petit a excrémentiel est venu à la portée de notre attention. Je prétends, j'ajoute, que nous ne pouvons rien comprendre à la phénoménologie si fondamentale pour toute notre spéculation de l'obsession si nous ne saisissons pas en même temps, d'une façon beaucoup plus intime, motivée, régulière, que nous ne le faisons habituellement, cette liaison de l'excrément avec non pas seulement le moins fi phallus, mais avec les autres formes évoquées ici dans la classification, disons, c'est-à-dire les autres formes du petit a. Reprenons les choses régressivement, à la réserve près que j'ai faite d'abord, que ce régressif forcément une face progressive. Au niveau du stade oral, le fond de ce dont il s'agit, c'est que dans l'objet petit a, le stade oral, le sein, le mamelon, ce que vous voudrez, le sujet se constituant à l'origine, aussi bien que s'achevant dans le commandement de la voix, le sujet ne sait pas, ne peut pas savoir jusqu'à quel point
Il est lui-même EST, cet être plaqué sur le poitrail de la mère, sous la forme de la mamelle, après avoir été également ce parasite plongeant ses villosités dans la muqueuse utérine sous la forme du placenta. Il ne sait pas, il ne peut pas savoir que petit a, le sein ou le placenta, c'est la réalité de lui, petit a, par rapport à l'autre, grand A. Il croit que petit a, c'est l'autre. Et qu'ayant affaire à petit a, il a affaire à l'autre, au grand autre, à la mère. Donc, par rapport à ce stade, au niveau anal, c'est pour la première fois qu'il a l'occasion de se reconnaître en quelque chose, et n'allons pas trop vite, en quelque chose, en un objet, autour de quoi tourne, car elle tourne, cette demande de la mère dont il s'agit. Garde-le, donne-le, et si je le donne, où est-ce que ça va? Pas besoin tout de même, à ceux qui ont ici la moindre expérience analytique, aux autres, mon Dieu, qui ne lisent que ça, pour peu qu'ils ouvrent, enfin, ce que j'ai appelé ailleurs la psychoanalytical dunghill, la littérature analytique. J'ai pas besoin. Dunghill veut dire le petit tas de merde. Je n'ai pas besoin de rappeler l'importance de ces deux temps, l'importance déterminante dans quoi ce petit tas en question, cette fois-ci c'est celui dont je parlais à l'instant, TAS, ce petit tas de merde, il est obtenu à la demande, il est admiré, quel beau caca. Mais cette demande implique aussi du même coup qu'il soit, si je puis dire, désavoué. Parce que ce beau caca, on lui apprend tout de même qu'il ne faut pas garder trop de relations avec lui. Si ce n'est par la voie bien connue que l'analyse a également repéré des satisfactions sublimatoires. Si l'on barbouille, évidemment, chacun sait que c'est avec ça qu'on le fait, mais on préfère quand même indiquer à l'enfant que ça vaut mieux de le faire avec autre chose. Avec les petits plastiques du psychanalyste d'enfant, ou avec de bonnes couleurs, qui sentent moins mauvais. Nous nous trouvons donc bien là, au niveau d'une reconnaissance, ce qui est là, dans ce premier rapport à la demande de l'autre, c'est à la fois lui, et ça ne doit pas être lui. Ou tout au moins, et même plus loin, ça n'est pas de lui. Eh bien, nous progressons. Les satisfactions se dessinent. C'est à savoir que nous pourrions bien voir là toute l'origine de l'ambivalence obsessionnelle. Et d'une certaine façon, c'est en effet là quelque chose que nous pourrions voir s'inscrire dans une formule que nous reconnaîtrions instructive. Petit a est là la cause de cette ambivalence, de ce oui et non. C'est de moi, symptôme, et néanmoins, ça n'est pas de moi. Mes mauvaises pensées que j'ai vis-à-vis de vous, l'analyste, évidemment, je les signale, mais enfin, c'est même pas vrai que je vous considère comme une merde, par exemple. Enfin, bref, voyons là un ordre, en tout cas, de causalité qui se dessine, que nous ne pouvons tout de même pas tout de suite entériner comme étant celle du désir. Mais enfin, c'est un résultat, comme je disais la dernière fois, en parlant justement d'une façon générale du symptôme. À ce niveau, si vous voulez, une structure se dessine
est de quelque chose qui nous donnerait en quelque sorte immédiatement celle du symptôme. Du symptôme justement dans sa fonction de résultat. Je fais remarquer qu'encore l'est-elle hors de son circuit ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse si la théorie que je vous expose est correcte, à savoir sa liaison à ce qui est à proprement parler le désir. Nous avons là un certain rapport de constitution du sujet comme divisé, comme ambivalent, en rapport avec la demande de l'autre. Nous ne voyons pas du tout pourquoi. Tout ça, par exemple, ne passerait pas complètement au second plan, ne serait pas balayé avec l'introduction de la dimension de quelque chose qui lui serait dès lors complètement externe, étranger de la relation de désir, et nommément celle du désir sexuel. En fait, nous savons déjà pourquoi le désir sexuel ne le balaie pas loin de là. C'est que cet objet vient, par sa duplicité même, à pouvoir symboliser merveilleusement, au moins par un de ces temps, ce dont il s'agira à l'avènement du stade phallique, à savoir de quelque chose qu'il s'agit justement de symboliser, à savoir du phallus, en tant que sa disparition, son aphanésis, pour employer le terme de Jones, le terme que Jones s'applique au désir et qui ne s'applique qu'au phallus, que son aphanésis est le truchement des rapports chez l'homme entre les sexes. Est-il besoin, pour motiver ce qui vient ici à fonctionner, à savoir l'évacuation du résultat de la fonction anale en tant que commandée, va prendre toute sa portée au niveau phallique comme imageant la perte du phallus. Il est bien entendu que tout ceci ne vaut qu'à l'intérieur du rappel que je dois faire une fois de plus à la seule pensée que de certains ont pu être absents à ce que j'en ai dit précédemment, de l'essentiel de ce temps central par rapport à tout ce schéma. Par où? Je vous prie de retenir ces formules. Le moment d'avance où la jouissance de l'autre et vers la jouissance de l'autre comporte la constitution de la castration comme gage de cette rencontre. Le fait que le désir mâle rencontre sa propre chute avant l'entrée dans la jouissance du partenaire féminin. De même que la jouissance, si l'on peut dire, de la femme, s'écrase, pour reprendre un terme emprunté à la phénoménologie du sein et du nourrisson, s'écrase dans la nostalgie phallique. Et dès lors est nécessité, je dirais presque condamné à n'aimer l'autre mâle qu'en un point situé au-delà de ce qui, elle aussi, l'arrête comme désir. C'est au-delà où l'autre masculin est visé dans l'amour. C'est un au-delà, disons-le bien, soit transverbéré par la castration, soit transfiguré en termes de puissance. Ce n'est pas l'autre. En tant qu'à l'autre, il s'agirait d'être unis. La jouissance de la femme est en elle-même, elle ne le conjoint pas à l'autre.
Si je rappelle ainsi la fonction centrale, appelez-la obstacle, elle n'est point obstacle, elle est lieu d'angoisse, de la caducité, si l'on peut dire, de l'organe, en tant qu'elle rencontre de façon différente de chaque côté de ce qu'on peut appeler l'insatiabilité du désir. C'est parce que c'est seulement à travers ce rappel que nous voyons la nécessité des symbolisations qui, à ce propos, se manifestent. Versant hystérique ou versant obsessionnel, nous sommes aujourd'hui sur le second de ces versants. Et sur le second de ces versants, ce que ceci nous rappelle, c'est qu'en raison même de la structure évoquée, l'homme n'est dans la femme que par délégation de sa présence, sous la forme de cet organe caduc, de cet organe dont il est fondamentalement, dans la relation sexuelle et par la relation sexuelle, châtré. Ceci veut dire que les métaphores du don ici ne sont que métaphores, que comme il n'est que trop évident, il ne donne rien. La femme non plus. Et pourtant, le symbole du don est essentiel à la relation à l'autre. Il est l'acte social suprême, a-t-on dit, et même l'acte social total. C'est bien là où notre expérience nous a fait toucher du doigt depuis toujours que la métaphore du don est empruntée à la sphère anale. Depuis longtemps, on a repéré chez l'enfant que Cybale, pour commencer à parler plus poliment, est le cadeau par essence, le don de l'amour. On a repéré à cet endroit bien d'autres choses, et jusqu'à y compris dans telle forme de délinquance, dans ce qu'on appelle après le passage du cambrioleur la signature, que toutes les polices et les bouquins de médicaux, les bouquins de médecine légale connaissent bien, ce fait bizarre, mais qui a tout de même fini par retenir l'attention, que le type qui vient de manier chez vous la pince, monseigneur, et d'ouvrir les tiroirs, a toujours à ce moment-là la colique. Ceci, évidemment, nous permettrait de nous retrouver vite au niveau de ce que j'ai appelé tout à l'heure les conditionnements mammifères. C'est au niveau des mammifères que nous repérons, au moins à ce que nous connaissons, en éthologie animale, la fonction de la trace fécale. Plus exactement, des fesses comme trace. Et une trace ici aussi certainement profondément liée à l'essentiel de la place de ce que le sujet organismique s'assure à la fois de possession dans le monde, le territoire, et de sécurité pour l'union sexuelle. Vous avez vu décrites en leur lieu, qui maintenant tout de même sont suffisamment diffusés, ce phénomène, qui fait que le sujet, hippopotame, cerf ou même, ça va plus loin que les mammifères, rouge-gorge, se sentent invincibles dans les limites du territoire et que tout d'un coup, il y a un point virage, la limite précisément, curieusement, il n'est plus que timide.
Le rapport chez le mammifère de cette limite avec la trace fécale a été dès longtemps repéré. Raison, une fois de plus, voir ce qui préfigure, ce qui prépare à cette fonction de représentant du sujet, ici trouvant ses racines dans l'arrière-fond biologique, l'objet petit a en tant qu'il est le fruit anal. Allons-nous nous contenter encore de cela? Est-ce là tout ce que nous pouvons tirer du questionnement de la fonction du petit a dans cette relation à un certain type de désir, celui de l'obsessionnel? C'est là que nous faisons le pas suivant qui est aussi le pas essentiel. Nous n'avons rien motivé jusqu'à présent qui soit autre que le sujet installé ou non dans ses limites, et dans ses limites plus ou moins divisées. Même l'accès à la fonction symbolique qu'il prend du fait que c'est limite. Il s'envoie au niveau de l'union sexuelle chez l'homme si singulièrement refoulé, même ceci ne nous dit rien encore de ce dont il s'agit et que nous sommes en train d'exiger, à savoir de ce en quoi tout ce procès vient à motiver la fonction du désir. Et ceci, c'est l'expérience qui nous en donne la trace. À savoir que jusqu'à présent, rien ne nous explique les rapports si particuliers de l'obsessionnel à son désir. C'est justement parce que jusqu'à ce niveau, tout est symbolisé, le sujet divisé et l'union impossible, qui nous apparaît tout à fait frappant qu'une chose ne l'est pas, c'est le désir lui-même. C'est justement dans cet effort, dans cette nécessité, où le sujet est d'achever sa position comme désir, qu'il va l'achever dans la catégorie de la puissance, c'est-à-dire au niveau de l'étage 4. Le rapport de la réflexion spéculaire, du support narcissique de la maîtrise de soi, avec le champ, le lieu de l'autre, et là le lien. Vous le connaissez déjà, et ce ne serait que vous faire reparcourir un sentier déjà battu. C'est pourquoi je veux ici marquer l'originalité, autrement très nullement venue à l'accès de notre connaissance, de notre interrogation, l'originalité de ce que nous révèlent les faits. Et pour partir du vif des choses, et d'un fait que vous connaissez bien, je dirais, sans m'attarder plus longtemps à ceci que j'ai 1000 fois rappelé, ce que j'appelais à l'instant les rapports sujet obsessionnel à son désir. À savoir que, comme je vous le disais la dernière fois, à quelque luxe qu'atteignent ces fantasmes, ordinairement jamais exécutés. Mais enfin, il arrive qu'à travers toutes sortes de conditions qui en ajournent plus ou moins indéfiniment la mise en acte, il y arrive. Il arrive mieux. Il arrive que les autres franchissent pour lui l'espace de l'obstacle. Il arrive qu'un sujet qui se développe très tôt comme un magnifique obsessionnel soit dans une famille de gens dissolus. Le cas 2, dans le volume 5 du Yarbourg, auquel je faisais allusion tout à l'heure, sur lequel s'appuyait Jones pour sa phénoménologie de la fonction anale chez l'obsessionnel. Le cas 2, je pourrais en citer 1000 autres dans la littérature, est de ceux-là
Toutes les sœurs, et elles sont nombreuses, sans compter la mère, la tante, les différents amants de la mère, et même, je crois, Dieu me pardonne, la grand-mère, toutes sont passées sur le ventre de ce petit gosse aux environs de l'âge de 5 ans. Il n'en est pas moins un obsessionnel. Un obsessionnel constitué, avec des désirs, sous le seul mode où il peut arriver à les constituer dans le registre de la puissance, des désirs impossibles, en ce sens que quoi qu'il fasse pour les réaliser, il n'y est pas. L'obsessionnel n'est jamais au terme de la recherche de sa satisfaction dans ce registre. Alors, la question que je vous pose, elle est aussi vivante et bruyante dans cette observation que dans bien d'autres. Elle est sous la forme, ça s'appelait l'instant ça vivant et bruyant, c'est l'image d'un petit poisson. Il a ses bocs ici, si je puis dire, sous ma main, et pour cause, cet ictus, iota, qui, theta, epsilon, sigma, cet ictus, comme vous le voyez à tout bout de champ, dans le champ de l'obsessionnel, pour peu qu'il soit de notre ère culturelle, et nous n'en connaissons pas d'autres, cet ictus, c'est Jésus-Christ lui-même. On peut beaucoup spéculer sur quelle nécessité blasphématoire. Je dois dire que jusqu'à présent, elle n'a jamais été bien justifiée comme telle. Pourquoi est-ce qu'un tel sujet, comme beaucoup d'autres obsessionnels, ne veut pas se livrer à tel ou tel des actes plus ou moins atypiques où il dépense sa recherche sexuelle, sans y fantasmer aussitôt le Christ comme associé. Encore que le fait soit présent depuis longtemps à nos yeux, je crois qu'on n'en a pas dit le dernier terme. Il est tout à fait clair, d'abord, que le Christ, dans cette occasion, et c'est pour ça que c'est un blasphème, que le Christ est un Dieu. Il est un Dieu pour beaucoup de monde, et même pour tellement de monde, qu'à la vérité, il est bien difficile, même avec toutes les manipulations de la critique historique et du psychologisme, de le débûcher de cette place. Mais enfin, c'est pas n'importe quel. Laissez-moi douter que les obsessionnels du temps de Théophraste, celui des caractères, s'amusassent à faire participer mentalement Apollon à leur turpitude. Ici prend son importance la petite marque au passage, l'amorce d'explication que j'ai cru devoir dans le passé poser au passage, que le Dieu, que nous le voulions ou non, et même si nous n'avons plus avec le Dieu ou les dieux, car ils sont les plutôt que le, aucun rapport, le Dieu est un élément du réel. De sorte que s'ils sont toujours là, il est bien évident que c'est incognito qu'ils se promènent. Mais il y a une chose très certaine, c'est que son rapport au Dieu est différent du nôtre à l'objet de son désir. J'ai parlé tout à l'heure d'Apollon. Apollon n'est pas castré, ni avant ni après. Après, il lui arrive autre chose. On dit que c'est Daphné qui se transforme en arbre. C'est là qu'on vous cache quelque chose. Et on vous le cache, c'est très étonnant parce qu'on ne vous le cache pas. Le laurier, après la transformation, c'est pas Daphné, c'est Apollon. Le propre du Dieu est qu'il se transforme une fois satisfait en l'objet de son désir, même s'il doit par là se pétrifier. En d'autres termes, un Dieu, s'il est réel, donne là l'image de sa puissance. Sa puissance est là où il est. C'est vrai de tous les dieux, même des Elohim, même de Yahvé qui en est un,
encore que sa place soit bien particulière. Seulement, il est intervenu là quelque chose d'une autre origine. Appelons-le, pour l'occasion et parce que c'est historiquement vrai, mais sans doute cette vérité historique doit aller un peu au-delà, appelons-le Platon. Il nous a dit que des choses qui, comme vous l'avez vu, restent très maniables à l'intérieur de l'éthique de l'âge du temps, puisqu'elles nous ont permis de tracer la frontière d'accès, la barrière que constitue à l'endroit de ce bon suprême, le beau. Seulement mêlé au christianisme naissant, ça a donné quelque chose. Quelque chose dont on croit que c'est là depuis toujours et depuis toujours dans la Bible, mais nous aurons à y revenir sans doute plus tard, nous sommes encore tous là l'année prochaine. La chose est discutable. La chose que je vais dire, à savoir le fantasme du Dieu tout-puissant. Ce qui veut dire du Dieu puissant partout en même temps et du Dieu puissant pour tout ensemble. Car c'est bien là qu'on est forcé d'en venir. Si le monde va comme il va, il est clair que la puissance de Dieu s'exerce à la fois dans tous les sens. Or, la corrélation de cette toute-puissance avec quelque chose qui est, si je puis dire, l'omnivoyance, nous signale assez ici ce dont il s'agit. Il s'agit de ce quelque chose qui se dessine dans le champ d'au-delà du mirage de la puissance, de cette projection du sujet dans le champ de l'idéal, dédoublé entre l'alter ego spéculaire, moi idéal, et ce quelque chose au-delà qui est l'idéal du moi. L'idéal du moi, quand à ce niveau, ce qu'il s'agit de recouvrir les angoisses, prend la forme du tout-puissant. Le fantasme ubiquiste de l'obsessionnel. Ce fantasme qui est aussi le support sur lequel vont et viennent, saute la multiplicité à repousser toujours plus loin que ses désirs, c'est là où il cherche et trouve le complément de ce qui lui est nécessaire pour se constituer en désir. D'où il résulte, je ne vous citerai ici que les petits corollaires qu'on peut en tirer, qu'une question qui a été soulevée dans ce que je pourrais appeler les cercles chauds de l'analyse, ceux où vit encore le mouvement d'une inspiration première. C'est à savoir si l'analyste doit ou non être athée, et si le sujet, à la fin de l'analyse, peut considérer son analyse comme terminée s'il croit encore en Dieu. C'est une question que je ne vais pas traiter aujourd'hui, je veux dire la trancher. Mais sur la route d'une telle question, je vous signale que quel que soit ce que vous témoigne un obsessionnel en ses propos, s'il n'est pas extirpé de sa structure obsessionnelle, soyez bien persuadés qu'en tant qu'obsessionnel, il croit toujours en Dieu. Je veux dire qu'il croit au Dieu dont tout le monde, ou presque tout le monde, chez nous, dans notre ère culturelle, est le tenant. Ça veut dire au Dieu à quoi tout le monde croit sans y croire. À savoir cet œil universel posé sur toutes nos actions. Cette dimension est là, aussi ferme dans son cadre que la fenêtre du fantasme dont je parlais l'autre jour. Simplement,
il est aussi de sa nécessité, je veux dire, même pour les plus grands croyants, qu'ils n'y croient pas. D'abord parce que s'ils y croyaient, ça se verrait. Et s'ils sont si croyants que ça, on s'apercevrait des conséquences de cette croyance, laquelle reste strictement invisible dans le fait. Telle est la dimension véritable de l'athéisme. Celui qui aurait réussi à éliminer le fantasme du Tout-Puissant. Eh bien, un monsieur qui s'appelait Voltaire, et qui quand même s'y entendait en fait de fronde anti-religieuse, tenait très fort à son déisme, ce qui veut dire à l'existence du Tout-Puissant, et trouvait que Diderot était fou parce que Diderot la niait. Il trouvait que Diderot était fou parce qu'il le trouvait incohérent. Il n'est pas sûr que Diderot n'ait pas été réellement athée. Son œuvre, quant à moi, me paraît plutôt en témoigner, étant donné la façon dont il fait jouer l'intersujet au niveau de l'autre dans ses dialogues majeurs, au niveau de Rameau et Jacques le fataliste. Il ne peut néanmoins faire que dans le style de la dérision. L'existence donc de l'athée au véritable sens ne peut être conçue en effet qu'à la limite d'une ascèse dont il nous apparaît bien qu'elle ne peut être qu'une ascèse psychanalytique. Je veux dire de l'athéisme conçu comme négation de cette dimension d'une présence au fond du monde de la toute-sens. Ce qui ne veut pas dire que le terme de l'athéisme et l'existence de l'athée n'est pas son répondant historique, mais il est d'une toute autre nature. Son affirmation est dirigée justement du côté de l'existence des dieux tant que réels. Il ne la nie ni ne l'affirme. Il est dirigé vers là. L'athée de la tragédie de l'athée. Je fais allusion à la tragédie élisabéthaine. L'athée en tant que combattant, en tant que révolutionnaire, ce n'est pas celui qui nie Dieu dans sa fonction de toute-puissance, c'est celui qui s'affirme comme ne servant aucun Dieu. C'est là sa valeur dramatique essentielle, celle qui toujours donne sa passion à la question de l'athéisme. Je m'excuse de cette petite digression, qui, vous le pensez bien, n'est que préparatoire. Vous voyez où nous a mené notre circuit d'aujourd'hui, à la liaison foncière de ces deux stades encadrant l'impossibilité fondamentale, celle qui divise au niveau sexuel le désir et la jouissance, le mode de détour, le mode d'enserrement, l'assiette impossible que donne à son désir l'obsessionnel nous a permis, dans le cours de notre analyse d'aujourd'hui, de voir se dessiner quelque chose, à savoir que ce lien, un objet perdu du type le plus dégoûtant, montre sa liaison nécessaire, là, en effet, avec la plus haute production idéaliste. Ce circuit n'est pourtant pas encore achevé. Nous voyons bien comment le désir apporte à cette structure de l'objet. Il nous reste encore, c'est ce que nous articulerons la prochaine fois, à pointer ce que le tableau médian, que j'espère vous avez tous copié, vous indique comme étant notre champ prochain, à pointer la relation du fantasme obsessionnel posé comme structure de son désir avec l'angoisse qui la détermine.